PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, bien sûr, et c'est avec Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et puis on le rappelle, comme d'habitude, vous qui nous écoutez, si vous avez des problèmes avec votre propriétaire, vos locataires, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison, votre appartement, avec nos amis de PAP, comme d'habitude, on vous répondra dans le coaching IMO. Vous nous appelez au 0826 300 300. Mais tout de suite, on commence avec le journal de l'IMO. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Marc, on commence avec une étude menée par les chercheurs de la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines qui semble démontrer que l'exode urbain dont on parle beaucoup, notamment également aussi sur Sud Radio, ce serait qu'un mythe, une légende urbaine, c'est ça? Et oui, cette étude bouscule une idée reçue. Non, il n'y aurait pas eu d'exode des citadins vers les campagnes après la crise de la Covid et les confinements successifs. D'après cette étude, on apprend que 63% des déménagements se font vers des grandes villes ou des villes moyennes. Une autre étude réalisée cette fois par le Service national des adresses, un service qui dépend de la Poste, qui nous apprend que les destinations de ces déménagements ont peu évolué. Il s'effectue majoritairement entre villes de même taille et à 43% vers les grandes villes d'au moins 200 000 habitants. Enfin, un peu moins de 28% des changements de domicile ont lieu au sein de la même commune. Oui, étonnant. Alors on le sait, on en parle aussi beaucoup sur cette antenne, le recrutement des employés, c'est de plus en plus compliqué. Justement, il y a des entreprises qui proposent à leurs nouvelles recrues de participer à leurs prêts immobiliers. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et oui, vous l'avez dit Laurence, les entreprises ont de plus en plus de mal à trouver des talents et pour les attirer, certaines sociétés comme la Banque Postale ou encore Engie sont prêtes à tout et notamment à subventionner une partie des crédits immobiliers de leurs salariés. Pour financer un appartement de 44 mètres carrés, l'employeur d'une salariée d'Engie a par exemple pris en charge 8 000 € des 30 000 € d'intérêt de son prêt de 400 000 €. Un coup de main non négligeable. Non négligeable, voilà. Allez, dans ce journal de l'IMO, on va dans le Val d'Oise. Et là-bas, il y a un agent immobilier soupçonné d'avoir arnaqué 26 clients. Une histoire complètement folle. C'est un agent immobilier qui est gérant d'une agence à Persan, on l'a dit, dans le Val d'Oise, qui aurait détourné près de 600 000 € à ses clients, mais également à ses agents commerciaux. Non-versement des séquestres aux notaires, loyers impayés ou non reversés aux propriétaires, commissions non versées aux agents. La liste des griefs est longue comme le bras et les victimes ont décidé d'agir collectivement contre l'agent véreux. Le réseau Nesten, dont l'agent était le franchisé, a également déposé plainte contre lui pour le préjudice causé à la réputation de l'enseigne. À suivre. Autre affaire de bail fantôme, cette fois-ci ça se passe à Paris, qui aurait fait une trentaine de victimes. Et le mode opératoire est toujours le même. Un escroc loue pour plusieurs jours ou plusieurs semaines un appartement sur Airbnb et le met immédiatement en location sur Internet en y organisant des visites. Les dossiers des candidats sont systématiquement acceptés à condition qu'ils payent immédiatement un dépôt de garantie et un mois de loyer par virement avant même la signature du bail. Dans cette affaire qui se passe à Paris, 30 personnes au moins ont été victimes de cette arnaque à la même adresse. Ah, d'accord. Autre histoire un peu étonnante, là ça se passe dans le Var. Ça va vous plaire. Ah bon? Oui. C'est un propriétaire qui s'en est pris à son locataire. Comment alors? Qu'est-ce qui va me plaire alors? Et là, cette histoire, elle s'est passée d'abord à Moissac-Bellevue, c'est dans le Var. Un propriétaire en conflit avec son propriétaire n'a rien trouvé avec mieux son locataire, je pense. Avec son locataire pour régler le litige que de détruire son logement à coup de pelleteuse. Ah oui, là c'est radical. Voilà. Et donc les faits se sont déroulés le 19 janvier dernier, quand le locataire a quitté la maison pour accompagner ses enfants à l'école. En revenant chez lui, il a surpris son propriétaire au volant d'une pelleteuse, en train d'éventrer sa maison dans laquelle se trouvaient à ce moment-là encore ses parents en perte d'autonomie. Ah ouais, non. Voilà. Donc il y a une plainte qui a été déposée à la gendarmerie pour violence avec arme par le locataire. Et on va suivre cette affaire. Oui, forcément, légitime. Bon, merci pour toutes ces infos étonnantes. Et tout de suite, sur Sud Radio, c'est la Minute Viager avec notre partenaire Senior Consulting Group.
ce matin, on va parler du processus d'une vente en viager, Marc. Et oui, vous souhaitez vendre votre maison en viager, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et comment cela va se passer. Voici donc les 6 étapes pour réussir cette vente en viager. Dans un premier temps, vous devrez vous mettre en contact avec un spécialiste en valorisation patrimoniale qui va réaliser une étude de votre bien afin de déterminer son prix et sa valeur marché. Étape numéro 2, vous déterminerez avec votre consultant en fonction de vos besoins la solution qui vous conviendra le mieux, viager occupé, viager libre, nue propriété, vente à terme, montant du bouquet, montant des rentes. Troisième étape, le consultant prendra des photos de votre bien et mettra en ligne l'annonce sur les principaux sites d'annonces immobilières. Étape numéro 4, un ou plusieurs acquéreurs prendront contact avec votre consultant qui organisera alors des visites. Vous choisirez l'investisseur et l'offre qui vous conviendra le mieux. Cinquième étape, vous signerez le compromis de vente avec l'acquéreur. Et enfin, sixième et dernière étape, vous signerez l'acte authentique chez le notaire et recevrez vos fonds. Bon bah c'est bien noté, hein. Merci beaucoup Marc, on a bien relevé toutes ces étapes. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio et on sera en compagnie de Fabio Rinaldi, les présidents du directoire de Big Mat. À tout de suite. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Fabio Rinaldi, président du directoire de Big Mat. Bonjour Fabio Rinaldi. Bonjour Marc. Alors Fabio, 1 an après le début de l'offensive russe en Ukraine, où en est-on? Où en est le secteur du bâtiment? Alors c'est vrai qu'après la Covid, nous vivons aujourd'hui un second événement plutôt dramatique et on en parle beaucoup cette semaine. Alors les tensions sur les approvisionnements de certaines matières premières ukrainiennes notamment, les hausses de matières et des matériaux qui continuent de perturber les chantiers. En cause, principalement, c'est les difficultés d'approvisionnement qui conduisent à une inflation des coûts. S'y ajoute la flambée des prix de l'énergie, même si celle-ci tend à se stabiliser. Et à la fin de 2022, la Fédération française du bâtiment constatait un allègement de la pression sur certains matériaux, comme le cuivre ou le PVC, mais il y a néanmoins un maintien sur d'autres, comme les tuiles ou les plaques de plâtre. Et voilà, donc les professionnels des matériaux de construction attendent de leur côté un nouveau repli de l'activité en 2023. Alors du coup, quelles en sont les conséquences ? Les conséquences, les professionnels s'inquiètent de l'allongement des délais de mise en chantier qui sont liés aux difficultés d'approvisionnement en matériaux et une hausse de leurs coûts qui pousse certains Français à repousser leurs travaux, mais également aux problèmes de main-d'œuvre qui restent persistants depuis quelques mois. Bon, alors si l'année 2022 a été plutôt positive en valeur, c'est en raison de l'inflation, finalement, 2023, il faut s'attendre à quoi ? Alors en 2023, on peut s'attendre à un début d'année qui est plutôt correct. Aujourd'hui, l'activité, elle se maintient pour les professionnels, notamment dû au retard des chantiers accumulés ces derniers mois. Nous avons environ 4 mois de carnet de commandes pour les artisans. C'est encore plutôt bien fourni et ça offre une bonne visibilité sur l'activité du premier semestre. Mais pour la seconde partie de l'année, ce sera plutôt un peu plus compliqué. Depuis 6 mois, on constate notamment une baisse régulière des ventes de logements neufs. C'est aux alentours de moins 25%. Le dernier trimestre 2022, c'est ce qui est déclaré. Et tout ça, ça veut dire que ce sont des chantiers en moins fin 2024 ou en fin 2023, ou en 2024. Alors donc globalement, on mise sur une année légèrement négative. Alors, concernant la construction neuve, la Fédération française du bâtiment, la FFB, semble pessimiste. Alors, après une croissance en 2022 qui était de 3,7%, qui est portée notamment par la transformation des mises en chantier fin 2021, et une activité qui est toujours soutenue dans la rénovation, avec des travaux autour de la transformation énergétique, la FFB, effectivement, prévoit un ralentissement sur le neuf en 2023. Et au-delà de la fédération qui alerte sur ce retournement du marché dans la construction neuve, tout cela pourrait s'aggraver, je vous l'ai dit, en 2024, notamment parce que nous avons une baisse des autorisations de logements. Voilà, donc globalement, il n'y a pas de secret. Prix en hausse, hausse des taux d'intérêt, un encadrement des emprunts avec le taux d'usure, tout cela rend plus difficile l'achat de construction neuve, notamment pour les primo-accédants. Et au niveau de la main-d'œuvre, on en est où? Est-ce qu'il y a toujours une pénurie? Est-ce qu'elle est toujours aussi alarmante? Si on se projette, d'ici à 2030, on comptera plus de 200 000 départs en retraite dans le bâtiment.
Et dans le même temps, portés par les enjeux de la rénovation énergétique, ce sont près de 400 000 postes qui devront être pourvus. Donc on voit, c'est une activité très soutenue, cette rénovation énergétique, et la pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît depuis des années va clairement s'accentuer. Un logement sur 5 doit être rénové dans les 10 prochaines années pour être moins énergivore. Il va donc y avoir de gros besoins de recrutement. Or, les jeunes ne sont pas forcément attirés par ces métiers et les entreprises artisanales du bâtiment peinent à recruter. Alors, et cette pénurie, elle est clairement un frein pour atteindre tous ces objectifs de transfo énergétique. Et Fabio, dans votre entreprise, chez Bigmat, qu'est-ce que vous faites pour attirer ces talents ? Bien, chez Bigmat, on met un gros coup de projecteur sur tous ces métiers du bâtiment qui sont plutôt, je dirais, intéressants, où il y a de la formation. Ce sont plutôt des métiers où on a des perspectives, notamment d'évolution. Voilà. Donc pour un jeune, je pense que c'est plutôt très intéressant. Nous sommes évidemment très ouverts auprès des jeunes, des femmes, des seniors, des sujets d'actualité aujourd'hui. Et on est... En tout cas, on veut montrer que toutes ces carrières, elles offrent de belles opportunités. C'est aussi pour cela que nous avons lancé, il y a quelques semaines d'ailleurs, la Bigmat Family, où nos collaborateurs parlent de leur quotidien avec une très grande authenticité. Alors, 2023, est-ce qu'il y aura d'autres défis pour les acteurs du bâtiment ? Alors les défis sont immenses 2023 et pour les années suivantes. C'est très clairement sous le signe de l'enjeu climatique d'une façon générale. Nous connaissons l'éco-contribution. Quand nous achetons des produits d'électroménager, nous préparons, nous aussi, sur les matériaux de construction, l'entrée en vigueur de la responsabilité élargie aux producteurs. Sur le plan du développement, considérons que la rénovation énergétique, comme le marché structurant de demain, est porteur pour les prochaines années. En tant qu'acteur de référence, on est numéro 1 en Europe, je le rappelle, sur le marché de la construction et de la rénovation. Là encore, une fois, il faut que l'on contribue à décarboner nos gammes de produits, mais aussi aller plus loin partout en France dans l'accompagnement des clients, artisans, particuliers, et les accompagner dans un projet de A à Z. Comment on monte un projet, comment nous le finançons, quels matériaux choisir, comment on produit sa propre énergie aussi. Et tout ça, pour ça, il faut des nouveaux services qui sont dédiés, des conseils, des outils numériques qui permettent de sensibiliser les particuliers. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des développements de nouvelles gammes de produits qui sont adaptés à cette transition énergétique. Vous parliez de la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP. Oui. Elle est rentrée en vigueur le 1er janvier. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, ça change beaucoup de choses. C'est une réglementation qui s'annonce plutôt compliquée à gérer pour l'ensemble de la profession. Elle est nécessaire. En tant que négociants en matériaux, nous devons former nos équipes, faire tous les développements nécessaires pour les systèmes d'information. Maintenant, avec plus de 40 millions de tonnes de déchets par an produits par l'activité du bâtiment, nous avons le devoir d'apporter notre pierre à l'édifice, si je peux dire, pour tendre vers 100% des déchets recyclés et des bâtiments de plus en plus circulaires. Merci Fabio Rinaldi, président du directoire de Bigmat, d'avoir fait le détour ce matin par les studios de Sun Radio. Merci à vous, c'était passionnant. Allez, tout de suite, le témoin de la semaine avec ce matin, Hervé Lafuisa, c'est l'ancien responsable d'un service après-vente et aujourd'hui conseiller immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Bonjour Hervé Lafuisa. Bonjour Marc Ezrassi. Hervé, vous avez 52 ans, vous êtes toulousain, tarbais d'origine, et avant de devenir, il y a quelques semaines, conseiller immobilier, vous étiez responsable d'un service client d'une société de e-commerce spécialisée dans le rugby. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'était quoi votre métier ? Alors, je m'occupais de la réception des appels entrants des clients. Avec ma collègue Gaëlle, on travaillait en binôme et on gérait le service après-vente. Donc, tout ce qui pouvait être réclamation, passage de commandes par téléphone ou par mail. Et accessoirement, on traitait aussi le service qualité au niveau de la société. D'accord. Alors, le rugby, au-delà du fait que vous avez travaillé dedans pendant 20 ans, vous êtes aussi un grand passionné du ballon ovale. Une passion qui est née au lycée. À l'époque, vous aviez un entraîneur de rugby, c'est pas un inconnu, c'est Jean-Pierre Aguirre. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre encore aujourd'hui ? Alors, quand j'ai rencontré Jean-Michel Aguirre, il était professeur de sport. Et donc, pendant quelques années, il a été professeur de sport et il m'a initié au rugby. Très vite, on voyait que M. Aguirre était vraiment passionné par ce qu'il faisait. Il adorait le rugby
Il m'a appris la ténacité, l'entraide, le partage aussi, parce que ce sont quand même des valeurs importantes au niveau du rugby. Il adorait transmettre sa passion. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'humain dans son enseignement. Alors, il y a 3 ans, vous décidez de quitter votre entreprise. Et du coup, mais pourquoi avoir fait le choix de l'immobilier? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'immobilier? Alors, quand j'ai quitté l'entreprise, j'avoue que je ne savais pas trop dans quel autre type d'activité mes capacités, mes compétences professionnelles pouvaient servir. Donc, j'ai fait du coaching personnel et professionnel. Et je me suis aperçu que l'immobilier concentrait des valeurs qui me correspondaient. En parallèle de ça, ma belle-sœur était rentrée dans le réseau immobilier IAD. Elle m'a parlé du métier. Et j'ai décidé de me lancer. Alors du coup, en 2 mots, comment ça s'est passé cette reconversion? Alors, je vous avoue qu'à 50 ans, ça n'a pas été si simple que ça. Oui, c'est ça, il fallait reprendre le chemin un peu de voilà, alors, voilà, exactement. C'est même un peu effrayant de se jeter dans l'inconnu comme ça, mais moi, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui aime apprendre, donc je me suis dit, j'y vais sereinement. Donc, et l'avantage que j'ai, c'est que je suis bien accompagné aussi au sein du réseau IAD par ma marraine, qui est quand même assez extraordinaire, qui m'accompagne, me soutient beaucoup. Et quand je vois les retours des personnes que j'ai accompagnées pour vendre ou pour acheter, je me dis que je suis dans la bonne voie et que je suis à ma place dans ce métier. Du coup, votre passé quand même de 20 ans dans le e-commerce, ça vous a aidé à... vous avez de la bouteille, donc vos clients, ils doivent apprécier ça aussi, je pense. Oui, parce que en gérant un service après-vente et un service qualité, on était en ligne directe avec les personnes qui étaient éventuellement, bien sûr, très contentes du service qu'on leur avait apporté, mais surtout des personnes qui étaient mécontentes. Donc, ça m'a forgé dans le sens où j'ai appris à être à l'écoute, à être patient et à trouver les solutions aux personnes qui avaient une problématique pour recevoir leur commande ou autre. Donc, effectivement, ça m'a forgé. Du coup, vous ne regrettez pas du tout votre choix? Non, pas du tout. Ça n'a pas été simple au début, comme je le disais, mais non, je me sens à l'aise. Alors, souvent les auditeurs de On parle immo, ils se demandent c'est quoi un bon conseiller immobilier? Vous avez la réponse? Alors, la réponse, je ne sais pas s'il y a une réponse universelle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que dans l'immobilier, pour être un bon agent immobilier, il faut avant tout qu'on amène de l'humain. L'humain est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'écoute et instaurer un rapport de confiance. Parce que quand les vendeurs et les acquéreurs font appel à moi, ils viennent chercher un accompagnement total et que tout se passe bien. Donc la confiance est un élément important. Parce que quand une personne nous contacte pour vendre son bien ou pour acheter, c'est un chamboulement dans une vie. On change une vie. Donc, c'est un engagement d'une vie, comme un mariage ou un premier enfant. Exactement. Et comme on dit chez IAD, on ne vend pas des biens, on change des vies. Et moi, ça me plaît de changer des vies, justement, dans cet accompagnement-là. Eh bien, bravo, Hervé Lafuza. Donc, on rappelle, vous êtes à Toulouse, vous. Hein, donc, du coup, si on cherche à vous trouver, on vous trouve facilement. Ne donnez pas... Je pense qu'on aura vos coordonnées assez facilement si on appelle au standard de Sud Radio. D'accord. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end à vous. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci. Le côté humain, c'est bienvenu. Je pense que les auditeurs l'ont bien compris aussi. Merci beaucoup à Hervé Lafuza. Comme quoi aussi, on peut avoir plusieurs vies en une et vivre aussi les reconversion. Allez, on se retrouve dans quelques instants, dans quelques minutes avec Laetitia Caron qui répondra dans son coaching IMO comme d'habitude à vos appels. Si vous avez des questions, vous nous appelez au 0800 26 300 300. À tout de suite sur Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, la suite, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, toujours bien sûr avec Marc Ezrati. Tout de suite, le coaching immobilier avec Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Et ce matin, qui va répondre à toutes vos questions, c'est Julien qui nous appelle au standard de Sud Radio. Bonjour Julien. Oui, bonjour Marc. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin, mon cher Julien ? Alors, j'ai récemment hérité de la maison familiale dans laquelle mes parents vivaient depuis plus de 40 ans. Et je ne vais pas pouvoir en assumer les charges, malheureusement, parce que je me vois dans l'obligation de la vendre. Mon souci, c'est que cette maison méritait pas mal de travaux de rénovation, notamment mettre tout le mur en peinture, refaire les sols. Et j'ai peur de mettre pas mal de temps à la vendre. Donc, ma question, elle est simple. C'est est-ce qu'il est judicieux de faire moi-même quelques travaux avant de la vendre, quitte à dépenser de l'argent, mais je me dis que ça me permettra de la vendre au plus vite. Ou est-ce que je tente de la vendre en l'état au risque de perdre un temps précieux?
Eh ben, on va en parler avec Laetitia Caron. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. C'est un vrai sujet, hein, cette question des travaux. C'est assez d'ailleurs fréquent pour beaucoup de gens de se retrouver dans la même situation que Julien. Vous en pensez quoi ? C'est en effet une question que nos conseillers ont souvent au téléphone, cette fameuse question des travaux. Est-ce qu'il faut faire les travaux, pas faire les travaux ? Et elle n'est pas simple cette question parce que le mot travaux, en fait, il englobe beaucoup de choses. Et la limite de ce qui vaut le coup de faire ou pas n'est pas toujours claire. Voilà, donc là, on va essayer de trouver des solutions pour Julien par rapport à cette question. Alors, justement, Julien, il évoque des travaux de peinture et de sol. Dans cette histoire, on parle de quoi ? De travaux ou de homestaging ? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des émissions de télé ces dernières années, il y en a plusieurs bien connues, qui mettent souvent en avant des techniques de homestaging pour rafraîchir rapidement un logement et mieux le mettre en valeur. Et pour beaucoup de gens, en fait, ça a l'air simple au premier abord. En fait, moi, je dirais qu'il faut faire attention dans quoi on s'embarque, et notamment parce que c'est un coût, c'est du temps aussi. Et il faut toujours se souvenir que les frais qu'on engage, va falloir les retrouver dans le prix de vente. Et les frais qu'on engage, ils peuvent parfois déraper très vite. L'autre point, c'est qu'il faut aussi éviter de partir dans des travaux qui vont prendre du temps et qui risquent de repousser la mise en vente à l'infini. Parce que les travaux, on sait quand on les démarre, on ne sait jamais quand on les termine. Voilà, donc pour faire une définition, en gros, on va parler de homestaging quand il s'agit de remettre en valeur des pièces, par exemple en répartissant le mobilier existant, en achetant éventuellement quelques petits accessoires de déco qui vont revaloriser le logement, voire en faisant quelques travaux de peinture, mais des travaux de peinture simples et pas étendus. On ne parle pas forcément de repeindre toute la maison. Et notamment, s'il s'agit de repeindre toute la maison et de faire des rénovations lourdes, alors là, on parle de travaux. Et moi, je dirais qu'il faut réfléchir 2 fois avant de se lancer. Alors, dans la situation de Julien, on parle de homestaging, d'après vous ? Si j'ai bien compris la présentation que Julien a faite de sa situation, c'est pas mon impression. Julien, si j'ai bien suivi, vous avez indiqué qu'il y avait des travaux de rénovation. Donc, vous avez parlé de peinture, vous avez parlé des sols. En peinture, on parle d'un coup de peinture rapide. Il faut repeindre une pièce, le salon par exemple, ou il faut enlever des papiers peints, refaire les enduits, faire un réglage du sol. On est sur quel niveau de travaux là ? Alors, dans mon cas, c'est une rénovation assez importante parce que mes parents étaient dans la maison depuis 40 ans et n'ont fait aucun travaux. Donc, il faut enlever les anciens papiers peints. Je pense qu'il faudra du coup refaire les enduits. Il faut poncer les fenêtres en bois, les repeindre. Concernant les sols, ils sont assez anciens. Ils sont cassés même à certains endroits. Donc, il faut vraiment tout reprendre. Et puis, même la cuisine, la salle de bain, ils sont dans leur jus, quoi. Ouais, donc là, on est dans une grosse rénovation, Laetitia. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Julien ? Moi, là, dans ce cas présent, ce que je recommanderais à Julien, c'est de ne pas partir sur des travaux parce qu'on est en effet quand même sur des travaux assez lourds. Et ces travaux assez lourds, ils risquent d'être longs à réaliser, ils risquent de lui coûter de l'argent assez cher. Voilà, faut rappeler à tous nos auditeurs, je l'ai dit, mais faire des travaux, ça se fait pas sur un claquement de doigts. Faut réaliser des devis. Il faut le temps de les réaliser, les travaux. Il y a des aléas souvent dans les travaux. Par exemple, l'artisan, il peut être retardé sur un autre chantier. Oui, en ce moment, c'est ça. C'est les retards de chantier. On en parle assez souvent dans cette émission. Il y a aussi des défauts de matières premières. Là, sur les sols, par exemple, ça peut aller assez rapidement. On peut avoir assez rapidement le problème d'approvisionnement. Voilà, donc souvent, il faut compter plusieurs mois entre les démarches et la réalisation. Et comme Julien a précisé qu'il ne pouvait pas supporter la charge de la maison, je pense qu'il ne faut pas qu'il prenne ce risque. Maintenant, voilà, qu'il ne s'inquiète pas, il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Voilà, il y a des solutions. Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire des devis auprès de 2-3 artisans. Ces devis, ça va lui donner des informations concrètes sur le coût des travaux. Et du coup, quand il va estimer son prix de vente, il faut qu'il déduise, qu'il tienne compte du montant de ses devis et qu'il puisse afficher un prix qui en tienne compte. Et puis, il pourra du coup expliquer aux acheteurs qui viendront se présenter, non seulement que le prix en tient compte, mais aussi leur donner de la visibilité sur ces devis. Merci beaucoup en tout cas pour ces précieux conseils. Exactement, merci Laetitia. Julien, j'espère qu'on a répondu à votre question, mais en tout cas, vous inquiétez pas, les gens, ils achètent des maisons avec travaux sans problème. Super, merci beaucoup pour le conseil, très précis. Merci à vous Julien, puis vous n'hésitez pas aussi à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions IMO. Allez tout de suite sur Sud Radio, c'est l'heure des coups de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coups de cœur.
vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, on n'a pas fini avec vous, puisqu'on a le coup de cœur. On part où ce matin ? Alors Marc, on part à la Celle-Saint-Cloud. C'est une commune chic et résidentielle de l'ouest parisien. Je vous y ai déniché un bel appartement. Alors pour situer la Celle-Saint-Cloud, on est à la frontière entre le département des Hauts-de-Seine et le département des Yvelines. On est à 12 km du périphérique. Il y a une gare qui permet de rejoindre la Défense ou Saint-Lazare à Paris. Et puis on est aussi à quelques minutes de Versailles. Enfin, c'est vraiment une commune verte qui est très prisée des familles avec enfants, et parce qu'il y a des bonnes écoles à proximité. Exactement, la Celle-Saint-Cloud, une très chic commune de l'ouest parisien. Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas ? Alors, on y trouve plusieurs biens sur PAP, mais ce matin, je vous ai sélectionné un appartement de 3 pièces. Il fait 72 mètres carrés. C'est un appartement très lumineux. 4e étage avec ascenseur. On est dans un immeuble qui compte 5 étages. Et c'est une résidence sécurisée avec espace vert. D'ailleurs, il y a une jolie vue sur ces espaces verts et un grand balcon filant. Enfin, c'est un appartement très agréable. Alors, effectivement, ça a l'air lumineux et super, mais j'ai peur du prix. Eh bien, Marc, votre peur n'est pas justifiée. Vous êtes toujours un peu... frileux, parfois. Votre peur n'est pas justifiée. L'ouest parisien, chic. En fait, on est à 299 000 oui, euros. effectivement. Donc, on est tout à fait correct en termes de prix. Et moi, je vous invite à aller voir l'appartement. On a une visite virtuelle sur PAP. Vous verrez que pour ce prix-là, c'est vraiment un chouette appartement. Ouais, c'est à la fois un coup de cœur et un bon plan. Exactement. Merci beaucoup, Laetitia Caron. À la semaine prochaine. Bonjour, Perrine Gautron. Bonjour Marc, bonjour à tous. Fondatrice, directrice du réseau Les Villas. On part où avec vous ce matin ? Aujourd'hui, je vous emmène à Béziers. Je vous propose une villa contemporaine qui présente 186 mètres carrés habitables et même une belle piscine chauffée. Et qu'est-ce qu'on a de plus à Béziers dans l'Hérault ? On a du soleil, Marc, de toute façon, voilà. Ça c'est sûr. Donc la villa compte 3 chambres, un très joli jardin et elle est affichée au prix de 579 000 euros. Merci beaucoup, Perrine Gautron. Merci. Les images de ces biens présentées par Laetitia Caron juste avant, de PAP.fr, et les biens de Perrine Gautron du réseau Les Villas, on les retrouve sur les réseaux sociaux dès la fin de l'émission, et on appelle aussi le standard si on est intéressé. 0826 300 300. Comment font-ils et font-elles pour détecter et trouver comme ça des bons plans? C'est le secret en parle c'est le secret en parle IMO. Et puis on conseille bien nos clients aussi. Et voilà. Et puis sur PAP, il y a quand même beaucoup d'offres. Donc, mais bon, j'imagine qu'il y a un gros tri à faire pour dénicher la perle rare. Exactement. Ça fait partie du boulot. Merci à tout le monde. Merci Marc Ezrati. On parle IMO, c'est terminé. Samedi prochain, quel est le programme alors? On va parler de logement étudiant. Parce que on va savoir si c'est peut-être le moment pour nos étudiants de chercher un bien accessible aussi et on va à leur recevoir budget. David Laval, qui est fondateur de Point d'Alloc et également l'auteur d'un bouquin sur la location étudiante. Allez. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Bon week-end. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.